merci d'être venu. Le jeudi après-midi, c'est pas le créneau où c'est le plus compliqué d'accéder aux salles, donc on est ravis d'avoir une salle bien garnie pour un sujet magnifique qui est la CSRD. Je me présente rapidement, je suis Maxime Dupont, je suis directeur au sein du cabinet Bartel, qui est un cabinet de conseil dont on parlera juste après, et je m'occupe de tout ce qui est impact et durabilité pour le cabinet depuis quelques années maintenant, et je suis accompagné de... Philippine Moiron. Et donc moi, je suis manager sur les sujets impact et durabilité au sein du cabinet Bartel. Et j'interviens au sein du scope du cabinet, donc de façon assez large sur tous ces sujets, et notamment sur la CSRD et autres sujets réglementaires comme la taxonomie par exemple. Parfait, merci. On vous a positionné sur vos sièges des petits feuillets pour si vous avez envie qu'on fasse plus ample connaissance. Il y a aussi des micros pour les questions. On est assez partisans des questions au fil de l'eau, donc n'hésitez pas à lever la main, vous levez, poser vos questions. Ce sera un atelier interactif, parce qu'on va parler de prospective aujourd'hui, et comment nous, chez Bartel, on voit la CSRD au-delà de la contrainte réglementaire et du reporting, comme un outil aussi de re-questionnement de sa chaîne de valeur, d'outils stratégiques à 360 degrés pour re-questionner son modèle. Et donc, j'espère que vous avez un petit peu de batterie sur vos smartphones, parce que vous devrez, à un moment donné, scanner un QR code pour participer avec nous et faire un mini-cas de prospective. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Prête? On y va? Alors très rapidement, donc Bartel, c'est un cabinet de conseil d'environ 300 personnes réparties entre Paris, Lille, Rennes, Bruxelles, Genève. On adresse tous les sujets de transformation, de stratégie, de management, d'organisation. On fait beaucoup de choses, dont de l'impact et de la durabilité, comme on le disait en introduction. On est un cabinet qui est certifié B Corp, qui est membre du mouvement Impact France, qui a fait aussi la Convention des entreprises pour le climat version consulting. Voilà, et donc globalement, on fait pas mal de choses sur les sujets de durabilité, de manière très large, puisqu'on adresse toute la chaîne de valeur de la durabilité chez nos clients, donc de la définition d'une vision, de l'état des lieux, de la réalisation d'un bilan carbone, de la matrice de matérialité, double matérialité, on pourra en parler, des mesures d'empreinte environnementale, méthode OEF, PEF, pour ceux qui connaissent. Puis définition de stratégie ensuite, donc soit stratégie globale ou des stratégies plus spécifiques, diversité, inclusion, décarbonation, etc., etc. Puis après, on vous accompagne dans le déploiement, la mise en œuvre de tout ça, puisque c'est quand même fun de voir ce que ça devient. Voilà, donc on est une équipe d'une 50aine de personnes rattachées à la communauté Impact et Durabilité, dont on fait partie avec Philippines. Et voilà, globalement, sur B Corp. Et Bartel, pardon. Aujourd'hui, donc, on a une quarantaine de minutes. On va essayer ensemble de vulgariser les concepts de prospective et de CSRD. J'imagine que si vous êtes là, vous connaissez un petit peu la CSRD, mais pas forcément de manière tout à fait exhaustive, complète. Et l'idée, c'est pas forcément d'y passer beaucoup de temps, parce que vous entendez beaucoup de choses. On pourra en rediscuter plus tard si vous le souhaitez. Par contre, on va parler de la prospective et du lien vraiment stratégique en lien avec la double maternité. Et on va aussi essayer de vous faire prendre conscience de l'intérêt de travailler sur le temps long, avec des exemples très concrets chez nos clients de sujets qu'on a pu aborder avec eux. L'idée, c'est que dans 45 minutes, vous ayez une vision globale de la CSRD, des impacts, risques, opportunités et du lien avec la prospective. Que vous ayez aussi dans vos poches des éléments clairs pour en parler autour de vous, à votre direction, à vos collègues, vos partenaires. Et que vous ayez donc une bonne compréhension de la démarche et que vous ayez aussi envie de le faire, parce qu'on estime que c'est essentiel pour nous d'avoir une démarche CSRD et un re-questionnement des IRO au travers de la prospective et du temps long. Et, alors, comme il n'y a pas de lumière, ça va être d'autant plus utile, mais on aime bien pour rendre ça un petit peu dynamique, donc pour celles et ceux qui le peuvent, est-ce que vous voulez bien, pouvez, si vous le souhaitez, vous lever si vous avez démarré vos travaux CSRD, analyse de double matérialité? Alors je vois absolument rien, donc des gens se sont levés, oui. Ok, merci. Ça fait presque la moitié. Hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Est-ce que votre approche est construite en proximité avec votre CODIR et votre COMEX? Levez-vous si c'est le cas. C'est à peu près le même ratio, hein, j'ai l'impression.
Est-ce que vos travaux CSRD intègrent des parties prenantes externes? Clients, fournisseurs, ONG, experts scientifiques, associations professionnelles. Les bons élèves en ont marre de se lever. Vous pouvez rester debout peut-être, mais est-ce que vous avez fait, allez faire, avez envie de faire un atelier CSRD et prospective? Si vous êtes là, j'imagine. Est-ce que des gens se sont trompés de salle? Très bien, merci. Ça vous a réveillé, ça va? Il manque plus que la lumière. On enchaîne donc sur le contexte de la CSRD. L'idée, c'est que si vous êtes là, vous connaissez un petit peu le sujet, donc on ne va pas y passer trop de temps. Mais donc la CSRD, c'est une émanation du Pacte vert, du Green Deal européen, qui avait une ambition, qui a toujours une ambition forte, d'être le premier continent neutre en carbone à horizon 2050. Donc ce pacte vert est arrivé avec beaucoup de choses, de textes, la taxonomie, la CSRD, la CS3D, beaucoup de choses, et une approche très calibrée, sectorielle, transsectorielle, avec des enjeux de financement de cette propre transition-là, et surtout la transition juste, équitable, et de ne laisser personne sur le côté. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, hein, je pense que si on refait l'exercice de vous lever, tout le monde connaît le pacte vert. Mais donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un texte qui s'embrique, oui, dans plein d'autres textes qui ont une ambition et qui donnent une ambition très forte en fait, au continent européen, qui est en avance de phase par rapport à ses camarades américains ou en Asie. Et la CSRD, c'est pour nous justement une très bonne occasion d'en faire vraiment un outil de pilotage stratégique au plus haut niveau. Et ce n'est pas juste une histoire de reporting et de data points et d'IRO. La CSRD, c'est une réglementation très ambitieuse, on l'a vu, qui a pour objectif vraiment d'apporter de la transparence, de l'exhaustivité et de la standardisation, de l'harmonisation au reporting extra-financier et donc au reporting global. On aime bien faire le parallèle entre les ESRS et les IFRS en comptabilité. C'est à peu près la même vocation, hein, les IFRS en compta, s'il y a des comptables financiers dans la salle. C'était d'harmoniser, de standardiser l'information financière pour qu'on puisse comparer une entreprise belge, allemande, espagnole, japonaise, etc. La CSRD a à peu près la même vocation derrière ça. Et pour ça, elle donne un cadre contraint à 360 degrés, et la notion de 360 degrés est très importante, basée sur des éléments objectifs, et notamment, on va en reparler, mais donc il y a la cartographie des parties prenantes, etc. L'exercice de double matérialité qui est majeur, et derrière, tout ça qui finalement s'inscrit au travers des normes que sont les ESRS. Pour les European Sustainability Reporting Standards, donc ce que je disais sur les équivalents des IFRS pour les exigences de reporting sur les piliers environnemental, social et de gouvernance. Et ça impose une localisation unie dans un rapport, puisque c'est une documentation qui intègre tous les autres éléments, donc de PNL, bilan, rapport de gestion, etc. On a mis une petite chronologie de l'exercice de mise en conformité de la CSRD au travers de la double matérialité, qui est intéressante. Alors la slide n'est pas finie, il y a une animation, vous en doutez. Il y a un premier sujet qui va être la structuration du contexte, c'est-à-dire qu'il vous est demandé au travers des ESRS 1, 2, tout ce qui est les ESRS généraux, de cartographier vos parties prenantes, de cartographier votre chaîne de valeur. C'est important, la chaîne de valeur, c'est pas juste vos activités en propre, hein, c'est beaucoup l'amont, c'est beaucoup l'aval. Qu'est-ce qui arrive chez vous, comment ça se transforme, comment ça repart, et aussi au travers de la formalisation du modèle d'affaires. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce stade, hein, l'idée c'est aussi qu'on vous y réponde. Une fois qu'on a fait ça, on a un premier exercice de matérialité d'impact, hein, donc c'est la première étape de la double matérialité en tant que telle, c'est quels sont les impacts de mon entreprise sur mon environnement, mon écosystème au sens large. Donc là, on va avoir des impacts positifs, négatifs, réels, potentiels, qu'on va devoir ensuite apprécier. L'autre partie de la double matérialité, c'est la matérialité financière, de se dire, au travers de ces impacts-là et de ma chaîne de valeur, quels sont les risques et opportunités liés à l'écosystème pour mon entreprise. C'est là où on peut être dans le court terme, mais l'idée, c'est aussi qu'on réfléchisse, qu'on anticipe au maximum le long terme. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a notre analyse de double matérialité sur l'aspect impact et financier, on réalise une analyse d'écart, donc c'est finalement où je suis par rapport aux attentes de la CSRD en termes de maturité. Je vais prendre un exemple très simple sur le SRS E1. On nous demande de faire un bilan carbone sur les 3 scopes, une stratégie de décarbonation. Aujourd'hui, on a fait un bilan carbone scope 1 et 2. L'écart, c'est ça, c'est notre feuille de route. Puisque l'analyse d'écart, ça sert à ça.
Ça sert à construire la feuille de route de mise en conformité CSRD. Donc, typiquement, on fait notre analyse d'écart, on inscrit dedans, on doit faire un bilan carbone sur les 3 scopes, plus une stratégie de décarbonation, plus définir un prix interne du carbone, plus les 160 autres data points. Et ça nous amène à mettre en œuvre cette feuille de route. Ça nous amène à autre chose qu'on aime bien aussi à ce moment-là, c'est de rédiger le rapport de durabilité et en tout cas de construire son squelette. Puisque une fois qu'on est au clair sur notre analyse d'écart, on sait ce sur quoi on va devoir reporter. Et donc on peut commencer à travailler, et nous on aime bien le paralléliser parce que ça prend du temps, construire avec les équipes le futur squelette du rapport. J'enchaîne sur des exemples très concrets. Donc là c'est un exemple chez un de nos clients, qui est un acteur de la mobilité. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans la salle. C'est une cartographie des parties prenantes. La forme peut varier. On aime bien, nous, cette forme circulaire. C'est assez intéressant. Avec des parties prenantes. Donc, on a des fournisseurs, les clients, les partenaires, pouvoirs publics, etc. Puis après, selon la proximité du noyau central, c'est le niveau de proximité et d'importance en fait, dans les interactions qu'on doit avoir, qu'on peut avoir. On a un exercice de chaîne de valeur ici avec un extrait aussi. Donc, pareil, sur la forme, on a des entreprises qui font des words, enfin des tirés, des puces, d'autres qui font vraiment des cartographies un peu différentes. Nous, là, on a pris cet exemple-là. C'est une cartographie, plutôt une vision processus des activités, qui cartographie beaucoup sur ce qui est important de l'amont, autant que l'aval. Et un autre élément qui est un modèle d'affaires, donc là, c'est toujours le même client, où on a les ressources, les emplois, les revenus, etc. Donc c'est vraiment le modèle d'affaires tel qu'on le connaît dans le langage courant classique. Et du coup, ce qui est important et dans la méthodologie que présente Maxime, c'est des choses que vous avez potentiellement déjà vues parce que c'est des éléments qui sont très cadrés. Donc, ce n'est pas une méthodologie qu'on invente. C'est vraiment structuré à partir des éléments méthodologiques qui sont donnés par les FRAG et par la CSRD. Et le contexte, c'est vraiment la base de réflexion. Si on nous demande de réfléchir au modèle d'affaires, c'est vraiment pour que derrière, on ait un document pour se poser la question justement, quels sont mes impacts sur ce modèle d'affaires, sur cette chaîne de valeur, quels sont mes risques et quelles sont mes opportunités. Donc c'est vraiment des super entrants, que ce soit pour de la double matérialité ou pas. Et on a des clients qui finalement trouvent aussi un intérêt à faire justement, à formaliser la chaîne de valeur, réfléchir à de l'amont et de l'aval, au moins pour avoir un vocabulaire commun et aussi pour justement pouvoir se poser les questions de la cohérence du parcours aussi qu'on va pouvoir proposer. Merci. Donc là, on a un entonnoir des différents ESRS. J'avance parce que sinon on ne va pas avoir le temps de tout parcourir. Donc là, on retrouve les ESRS donc, avec l'environnemental, le social et la gouvernance. Je ne rentre pas plus dans le détail. L'enjeu ensuite, c'est d'identifier votre univers des enjeux. Donc quels sont les grands enjeux de durabilité qui vous concernent. Si on prend un exemple avec un acteur de l'édition, on a là un enjeu qui va être autour de la biodiversité, les forêts, puisqu'ils font beaucoup de papier, ils ont besoin de papier, c'est une matière première. Une fois qu'on a fait ça, on doit le confronter à la chaîne de valeur, donc c'est vraiment important de revenir à sa chaîne de valeur et de se poser les questions, où sont mes impacts sur mes différentes étapes de ma chaîne de valeur, parce qu'on doit les raccrocher à notre chaîne de valeur. Une fois qu'on a ça, on identifie donc les longues listes de tous les IRO, donc impact, risque, opportunité. Et donc là, on a un autre exemple, c'est, si on continue avec l'exemple de la biodiversité, c'est qu'on a un impact de court terme qui va être l'érosion de la biodiversité sur l'approvisionnement amont en papier. Donc là, vous voyez, dans le descriptif, on est très précis sur à quel moment de la chaîne de valeur ça intervient. Et si on se projette un petit peu dans le temps, on a un risque de long terme, parce qu'en fait, quand on discute avec des fonds d'investissement, des asset managers, de plus en plus, quand vous avez un fonds article 9, un fonds à impact, ils inscrivent dans leur politique d'exclusion la pâte à papier. Et donc, comment on fait quand on est un acteur de l'édition pour anticiper l'exclusion de la pâte à papier des politiques d'investissement de nos banques et partenaires financiers? Et donc là, c'est intéressant où l'exercice de prospective est pertinent, c'est qu'en fait, on se questionne sur des risques de long terme qui ont des impacts, peut-être pas tout de suite, mais qui vont avoir des impacts sur notre chaîne de valeur. Et comment finalement on re-questionne notre chaîne de valeur et comment on anticipe au mieux ces différents impacts-là de long terme. Une fois qu'on a fait ça, il y a l'exercice de cotation, on ne va pas forcément revenir dessus en détail, mais donc vous devez apprécier sur une échelle de 1, 2, 3, 4, qu'est-ce qui est finalement matériel en termes d'impact et en termes d'un point de vue financier. Et une fois qu'on a fait ça, on revient dans l'autre sens, puisqu'on réagrège tout ça pour revenir sur le prisme des ESRS de départ. Et donc là, on a jugé que c'était matériel pour l'impact et pour le financier, et donc on a un reporting de durabilité
qui va nous demander de reporter sur les enjeux biodiversité de l'ESRS E4. Je vais peut-être un peu vite, désolé, mais c'est pour qu'on ait le temps de vraiment faire l'exercice, hein, mais tout ça est, je pense, à peu près familier pour vous si vous êtes là. Très concrètement, la matérialité d'impact, c'est, vous reconnaîtrez une approche très risk management, mais c'est de se dire quels sont les risques les plus critiques, les impacts les plus critiques, sur le point de vue de l'ampleur, l'étendue et le caractère irrémédiable. Tout ça multiplié par la probabilité d'occurrence, que ça arrive dans l'année, dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc tout ça, ça nous donne la matérialité d'impact. On aime bien aussi faire intervenir des experts externes, des scientifiques, qui viennent justement apporter une preuve scientifique du tangible très concret pour prendre un peu de distance par rapport à la chaîne de valeur où on est très opérationnel parfois. Et sur la matérialité financière, l'idée c'est de se dire tous mes risques, opportunités, quelle est l'ampleur potentielle des incidences financières sur ma chaîne de valeur et encore une fois leur probabilité d'occurrence. Donc là, l'intégration dans l'existant, c'est aussi une reco, hein, si vous êtes à cette étape-là. Nous, on recommande de travailler très rapidement avec la finance, les risques, les commissaires aux comptes, parce qu'eux, ils ont l'habitude d'avoir des seuils côté financier. Ah, il y a du monde dans la salle. Côté financier, côté risque, ils ont des référentiels, ils ont des grilles d'analyse. Les commissaires aux comptes, ils ont des seuils de matérialité. Donc, plutôt que de recréer des référentiels internes, autant travailler très rapidement avec eux pour qu'ils vous disent, en fait, nous, on a déjà un seuil de matérialité à 200 cas. Très bien, dans ce cas, on va partir de ce 200 cas et on va voir ce que ça veut dire, nous, en termes d'IRO. D'autres exemples pour finir sur la double matérialité. Donc, il n'y a pas de forme imposée. Certains utilisent des tableaux, certains utilisent des matrices. Ici, on a Orange, on a Thales, je crois. Certains utilisent des diagrammes de veine, donc c'est cercles avec la matérialité d'impact à gauche, la matérialité financière à droite et la matérialité, ce qui est matériel de l'impact et du financier au milieu. Donc, la forme n'est pas imposée. Hein, vous avez compris le message. Et là, je vais arrêter de parler de la CSRD pour qu'on rentre dans le sujet de la prospective avec Philippine. Tu me dis quoi ? Non, très bien, merci Maxime. Alors, la CSRD, on est parti du principe qu'effectivement, vous en entendriez beaucoup parler. Et donc, on s'est dit qu'on allait prendre un petit peu de recul et justement l'aborder sous l'axe de la prospective. Donc la prospective, alors vous savez globalement ce que c'est, mais nous ce qui nous intéresse c'est vraiment l'aspect penser autrement l'avenir pour mieux agir dans le présent, c'est vraiment la projection aussi, et donc c'est vraiment la démarche d'aller anticiper justement l'avenir en prenant en compte à la fois toutes les tendances lourdes, les facteurs de rupture, mais aussi justement les intuitions aussi qu'on peut observer. On a évidemment l'exemple, par exemple, du Covid. Il y a beaucoup de risques à prendre en compte quand on se projette et une nécessité d'aller voir de façon assez large. Ce qui est intéressant, c'est que on est vraiment sur une méthode d'anticipation et donc ça va nous engager à réfléchir sur le long terme pour agir aujourd'hui, pour anticiper et donc prendre en compte toutes les incertitudes, les tendances, etc. Quel lien avec la CSRD ? Maxime parlait de la partie risque et opportunité. Ce qui est demandé dans la CSRD, justement, c'est de réfléchir aux risques et aux opportunités d'un point de vue plus ou moins long terme. Ce qui est intéressant, c'est que là, on se parle de prospective parce que dans la CSRD, on nous dit qu'il faut donc aller regarder les impacts, les risques et les opportunités. C'est tout l'entonnoir que déclinait Maxime. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de prospective ? C'est justement pour pouvoir aller voir très largement les différents sujets qui vont nous concerner. C'est pouvoir aller réfléchir sur du court terme, alors dans le sens de la CSRD c'est 1 an, ou du long terme c'est plus de 5 ans. Donc c'est vraiment pouvoir s'assurer qu'on a une vision qui est très large de nos sujets, de nos enjeux ou de nos questions de durabilité comme on les appelle. C'est aussi pour pouvoir se dire que derrière, une fois qu'on a compris notre contexte et surtout anticiper ces évolutions, c'est pour pouvoir construire des politiques qui vont y répondre. Dans la CSRD, ce qu'on demande, c'est de faire toute cette double matérialité, ce que présentait Maxime, et derrière de décliner de façon systématique un entonnoir avec des politiques, des plans d'action, des objectifs et des indicateurs qui vont avec. Ça, c'est réglementaire, mais ça permet justement de se donner un cadre et de se dire, dans ces politiques, justement, la prospective et l'anticipation, encore une fois, la projection, c'est ce qui va permettre de les rendre robustes et de répondre au mieux
à la fois à ces risques et ces opportunités et aux différents impacts. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre du recul sur cette méthodologie. Évidemment, il y a beaucoup de contraintes réglementaires, il y a beaucoup d'éléments qui sont demandés, voilà, c'est des très gros textes de loi, c'est assez lourd, mais il y a aussi un fond qui est super intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est donc de pouvoir allier cette vision à la fois reporting, donc pouvoir réfléchir et se projeter sur le suivi des différents indicateurs, mais aussi de réfléchir dans un temps plus long et potentiellement moins opérationnel sur le modèle d'affaires. Et donc vraiment se dire, à travers cette CSRD, le fait que justement on ait identifié par exemple un risque d'arrêt des financements de ma pâte à papier, qu'est-ce que ça va impacter, enfin dans quelle mesure est-ce que ça va impacter mon activité? Bon, a priori, ça va l'impacter fortement si on est dans le cas d'un éditeur. Et puis surtout, justement, quelles actions est-ce que je vais pouvoir déployer et comment je vais pouvoir structurer ça et le cadencer dans le temps. Donc il y a un vrai sujet derrière justement la prospective, pardon. L'idée, c'est que nous, on essaye de justement le mettre en œuvre dans les missions qu'on mène. Et là, c'est vraiment un exemple. Mais pour nous, c'est important parce que ça permet de mobiliser le COMEX ou la direction, peu importe la façon dont elle est représentée dans votre méthode. Mais c'est vraiment un outil qui va permettre justement de sortir du cadre. C'est un outil qui va permettre de mobiliser facilement aussi parce que justement, on sort d'un quotidien, on va se projeter. Donc ça va permettre à la double matérialité de devenir un vrai outil de pilotage, comme je le disais. Et donc ce qui est intéressant, c'est de mobiliser les réflexions avec donc le design fiction, c'est ce que nous on mobilise, avec justement l'utilisation de scénarios, de futurs possibles, pour pouvoir justement explorer un petit peu les futurs et penser différemment au présent. Ce qui est intéressant, c'est que quand on pense justement à des futurs possibles, il y a à la fois donc le côté de narration qui est intéressant. C'est comment est-ce que je me projette justement à travers l'écriture et ça permet de justement se prendre au jeu, d'imaginer et de construire ce futur. Il y a la projection parce qu'une fois que justement on a construit ça, on est rentré dedans, c'est dans quelle mesure est-ce que ça va m'impacter et ça permet de faire des allers-retours aussi entre l'entreprise d'aujourd'hui et justement les scénarios qu'on imagine. Et puis ce qui est intéressant avec ces ateliers, c'est aussi le débat et on l'a vu quand on a fait des ateliers. C'est vraiment de pouvoir discuter et échanger les points de vue des différents participants sur l'impact et la projection dans les différents scénarios. Donc pour nous, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur et qu'on fait, alors là c'est vraiment un exemple, mais voilà, qu'on essaye de projeter dans des missions CSRD et double matérialité qu'on va pouvoir mener. C'est aussi du design fiction, des choses qu'on peut faire dans d'autres cadres de mission. Ce qui est intéressant, juste au global, c'est vraiment qu'on a la réflexion à travers des moteurs de changement sur des grands scénarios, avec chaque participant qui va pouvoir se projeter sur un scénario, décliner sa grille, donc se dire quels sont mes risques, quelles sont mes opportunités et dans quelle mesure je vais considérer qu'ils sont importants. Donc on va faire une espèce de préévaluation selon les critères que Maxime évoquait, donc avec l'ampleur de l'incidence financière et la probabilité. Et puis derrière, on en discute, on essaye de constituer des premières matrices et ça va permettre, sans avoir vocation à être complètement exhaustif, mais en fait, ça va permettre de justement se projeter et de réfléchir un petit peu différemment et de nourrir énormément la réflexion. On a fait pas mal d'ateliers où justement on s'est retrouvé avec des directeurs qui pouvaient ne pas être très impliqués dans la démarche. Et en fait, en se projetant et en imaginant un monde où on se retrouve avec une très forte mutation justement des modes de travail, etc. Quand on se place dans le cadre, par exemple, comme l'expliquait Maxime, d'un acteur du leasing automobile, aujourd'hui, si mes entreprises ne fonctionnent plus pareil, quand je vais proposer justement des flottes de véhicules, mon offre, elle doit s'adapter aussi, ce qui génère à la fois des risques et des opportunités. Mais ça va vraiment permettre de justement se questionner à partir de ces différents cas-là. Alors nous, ce qu'on trouvait intéressant, et puisque là, ça s'appelle un atelier, on voulait pouvoir vous proposer une petite mise en pratique. Alors évidemment, on est en grand groupe, mais ça permet toujours d'y réfléchir. On vous a mis quelques premiers exemples de nos clients et de choses auxquelles on a déjà pu réfléchir et qui ont déjà pu émerger. Alors là, c'est des cas avec un acteur du retail, avec des réseaux de magasins en centre-ville, avec un producteur et éditeur de livres, acteur de la location longue durée justement, caisse régionale pour une banque.
Et puis après, évidemment, l'idée, c'est que vous puissiez projeter votre entreprise. Pour vous inspirer, justement, on a pris quelques-uns de ces scénarios qu'on a déclinés à partir des moteurs de changement dont je vous parlais et des premiers risques et opportunités. Alors typiquement, si on regarde sur la partie biodiversité, c'est ce que disait Maxime. En fait, aujourd'hui, il peut y avoir des politiques d'exclusion des banques avec le risque que mes matières premières ne soient plus financées. Il peut y avoir justement des parcours clients qui évoluent parce qu'on a certaines activités qui disparaissent. Si on a une entreprise de service et qu'aujourd'hui on apporte justement des offres spécifiquement par exemple à des agriculteurs, si on a vraiment un effondrement de la biodiversité, ça va fortement impacter leur activité et par ricochet la nôtre. Alors on peut avoir évidemment des opportunités sur justement des re-questionnements de l'offre, de l'éco-conception, de plus de circularité aussi pour réduire la pression sur les ressources, des développements d'offres qui sont davantage servicielles, qui sont moins basés sur les produits mais justement sur le service, sur la location, c'est ce qu'on fait de plus en plus avec les abonnements, etc. Et c'est aussi potentiellement de la relocalisation du sourcing, de l'accompagnement des partenaires, etc. Alors sans tout vous détailler, là c'est un petit peu des premières pistes sur l'effondrement de la biodiversité et vous voyez un petit peu comment la réflexion elle se mène. C'est aujourd'hui si, alors évidemment il faut avoir pris en considération toute sa chaîne de valeur, mais aujourd'hui si je me projette dans un monde où il y a un énorme effondrement de la biodiversité, sachant qu'on dépend énormément des services justement écosystémiques, dans quelle mesure est-ce que ça va m'impacter ou impacter mes fournisseurs ou impacter mes clients? Et forcément, c'est à prendre en compte dans les réflexions et c'est ce qu'on mène quand on fait des missions de CSRD. Pareil, on peut se poser la question si on se dit qu'il y a une généralisation durable du télétravail. Alors aujourd'hui, c'est en questionnement. Avec les actualités, il y a deux tendances qui sont aussi sur justement le retour dans les bureaux de la part des salariés. Donc on pourrait avoir deux scénarios qui s'opposent aussi. Mais vraiment, c'est de se dire, si aujourd'hui tout le monde se met à télétravailler, et vraiment c'est un facteur clé pour mon recrutement, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va générer pour moi en termes de risque? Ça peut générer justement un exode rural, et donc les entreprises vont devoir avoir un fonctionnement qui est beaucoup plus décentralisé, avec des collaborateurs qui sont répartis de façon bien plus décentralisée encore une fois. Ça peut impacter l'implantation des différents magasins dans un centre-ville aussi. Donc ça peut aussi nous permettre de réfléchir à des nouvelles offres. Là, quand je parlais du leasing, ça veut permettre de se dire, en fait, si aujourd'hui tous les salariés des entreprises ne vont plus au bureau tous les jours et que donc les voitures de fonction ont moins d'intérêt, potentiellement on peut avoir une offre de multimodalité qui est réfléchie avec les territoires pour derrière proposer un abonnement avec de la voiture, mais aussi des transports en commun avec des mobilités douces. Et donc, ça va être une nouvelle opportunité aussi. Bon, je vous passe l'intégralité de ces sujets, mais il peut y avoir aussi des sujets sur le vieillissement de la population. Aujourd'hui, si vraiment on a un très fort déséquilibre au niveau de la pyramide des âges, dans quelle mesure est-ce que je vais devoir adapter mes magasins ? Dans quelle mesure est-ce que je vais devoir adapter mon parcours client quand aujourd'hui tout se numérise et que l'accessibilité, c'est peut-être pas le premier critère quand justement on va développer des sites. Donc voilà, au global, vous avez vu, il y a plus d'exemples que ceux que j'ai présentés, mais voilà, ça vous donne une première idée. Ce qui nous intéresse, c'est que maintenant qu'on vous a présenté un petit peu comment ça peut se décliner, vous puissiez réfléchir pour votre entreprise et de se dire, en fait, aujourd'hui, projetons-nous en 2044. Vous êtes toujours dans votre entreprise, elle est là, et vous devez nous faire le récit justement de l'histoire de votre entreprise. Vous nous racontez en fait les risques et les opportunités auxquelles vous avez répondu. Donc on vous a proposé des moteurs de changement. L'idée c'est de se dire en fait, je suis en 2044, aujourd'hui mon entreprise elle existe parce que dès 2024, je me suis posé la question. Je me suis dit, je vois que le télétravail, c'est un sujet. J'ai identifié le risque et justement, je me suis mis dans une posture où j'y réponds, je l'anticipe et donc je me permets d'assurer aussi ma pérennité. Donc vous pouvez scanner le code. Il y a un mini formulaire qui est anonyme où on va regarder les réponses en live et pouvoir faire un débrief si jamais justement vous avez des éléments de réponse à partager. Nous, on a un petit peu, on a fait une proposition du cas avec Bartel.
pour pouvoir vous illustrer la chose. Mais on peut vous laisser commencer à y réfléchir justement pour voir un petit peu ce que donne l'exercice et la projection. Est-ce que vous avez des questions à ce stade pour préciser les sujets de prospective, le lien avec les risques, opportunités, le long terme? Est-ce que c'est assez clair pour vous? Oui. Oui. Oui, bah, c'est vrai qu'on en parle en général dans ce genre d'atelier, en effet. Alors là, vous avez pris un exemple très, très précis qui est très vrai, mais c'est que c'est une liste pour l'exemple, mais ça fait partie des sujets à anticiper aussi. On a des moteurs de changement, mais on a aussi des effets d'inertie qui font que ça peut ne pas bouger. Et c'est intéressant de le prendre en compte parce que, notamment la généralisation durable du télétravail, certes, mais ce n'est pas applicable à tout le monde, à toutes les entreprises, etc. Donc c'est bien sûr à nuancer à chaque fois. Ouais. Quand on fait les scénarios, on essaye de tirer aussi les axes sur de la transformation profonde versus du business as usual, où effectivement, il y aura peu de mouvements. Et donc, ça nous permet de décliner aussi plusieurs réalités potentielles. Ça dépend vraiment des sujets. Sur des éléments de biodiversité, on utilise des rapports de GIEC sur la disparition des espèces vivantes, sur les changements climatiques. On utilise des bases de données payantes, mais pas payantes. Ça dépend vraiment des sujets. Mais là, par exemple, sur la biodiversité, il y a des chiffres tout à fait accessibles dans plein de rapports, plein d'études. On a aussi des exemples avec la disparition des arbres, les puits de carbone, etc., qui sont disponibles avec des études de l'ONF, par exemple. Donc il y a plein de sources accessibles quand même. Certes, il y a des bases de données payantes, mais il y a quand même énormément de sources tout à fait accessibles, de rapports d'institutions, ONG, etc. Est-ce que tout le monde a flashé le QR code? Je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant. Est-ce qu'il y en a pour qui ça ne marche pas? On essaie de faire un gros QR code. Et donc, comme le disait Philippine, vous avez normalement sur votre portail, en vous connectant, vous avez 2 questions. C'est tout à fait anonyme, hein. Il n'y a aucun sujet de récupération de vos adresses à travers ce questionnaire-là, ou quoi que ce soit. Mais globalement, vous avez 2 questions sur plutôt la partie risque. On a disparu, ou je ne sais plus comment c'est formulé, mais en gros, on est en 2044 et on n'existe plus pour ne pas avoir identifié tel risque cette année. On existe toujours, pardon. C'est l'inverse, merci. Et donc, l'autre pendant ensuite, qui est à l'inverse, on existe toujours parce qu'on a saisi une opportunité en 2024. C'est assez intéressant parce que Philippine prenait l'exemple d'un de nos clients où, quand on a commencé cet atelier, il y avait le directeur commercial qui n'était pas le plus grand partisan de la CSRD, de la durabilité de manière générale, et qui, en fait, quand on a présenté ça, a compris que, notamment son client Orange, avait des vrais sujets d'évolution de ses collaborateurs qui partaient de Paris, qui partaient des villes, qui partaient ailleurs, etc., avec le télétravail, avec l'exode urbain, avec plein de choses. Et c'est là où il s'est dit, en fait, moi, le directeur commercial, c'est à moi aussi de penser à comment j'anticipe ça et comment je crée des nouvelles offres. Et donc, en effet, on a parlé avec lui, et après, c'était celui qui avait traité le plus de cartes, je me souviens. Il ne s'arrêtait plus. Et il questionnait vraiment le lien avec les collectivités locales, la SNCF, le vélo, le multimodal, etc., etc. Donc c'est vraiment puissant comme outil. C'est vraiment intéressant de prendre le temps avec votre direction, ou en tout cas avec Codir, Comel's, nous on recommande de le faire à ce niveau-là, parce que c'est aussi leur responsabilité de pilotage, de pérennisation de leur modèle d'affaires, de leur chaîne de valeur. Et donc la CSRD est un très bon outil pour ça. Voilà. Je parle pour que vous ayez le temps de remplir, hein. Je peux raconter d'autres choses si vous voulez. Est-ce qu'on a d'autres questions en attendant? Comme ça, il est 15h06. On a une dizaine de minutes. On va pouvoir normalement afficher de manière tout à fait magique
des résultats. Je vais meubler un petit peu. Qui travaille dans une entreprise de service soumise à la CSRD, j'entends? Très bien. D'autres plutôt industrie, et des grands enjeux d'appro amont sur ces chaînes de valeur? Très bien. Et ceux qui n'ont pas levé la main, que faites-vous? Pardon? Intéressant. Vous? Très bien. Et donc, vous êtes attiré par la prospective? Très bien. Alors, Philippines, ça va? Ah oui. Alors, ça arrive. Quel suspense. Ah, c'est presque là. Tout à fait. Donc, nous sommes en 2044 et mon entreprise existe toujours. Elle a su assurer sa pérennité ces dernières années et pour bref. Donc là, on a identifié des sujets. L'exode rural lié à la généralisation du télétravail, la raréfaction des matières premières, gold bashing. Quelqu'un nous explique pour ceux qui ne savent pas. Oui. Très intéressant. Ça, c'est un vrai sujet. C'est comment finalement on arrive à continuer l'acceptabilité de nos produits au travers d'un... Ok, très bien. Un vrai sujet intéressant. Raréfaction des matières premières, épuisement des ressources. Ok. Alors, quelqu'un énervé en majuscule. Vous êtes énervé? Hausse des prix du transport de marchandises du fait de la réglementation, énergie, biodiversité. A su identifier l'importance de sa filière et de son territoire. Attends, je suis perdu. De son territoire, son interdépendance et l'importance du respect de ses parties prenantes dont elle dépend directement. On pousse aussi beaucoup, on insiste chez nos clients à l'intégration des parties prenantes. Il faut prendre la CSRD comme aussi une bonne occasion de s'amuser avec ces parties prenantes. Nous, on intègre des ONG, des associations, des experts scientifiques. On a fait, comme on le disait tout à l'heure, la CSRD pour un réseau de magasins. Je ne vais pas les citer parce que c'est trop risqué là, mais voilà. Et on a fait intervenir un climatologue assez connu qui leur a dit bah, ok, vous n'avez pas identifié ce sujet-là, mais moi qui suis un expert mondial du climat, je vous dis qu'il y a un vrai sujet sur ça. Et après, c'est de la responsabilité du CODIR, COMEX, de s'en saisir ou pas, mais voilà, en tout cas, c'est important. Et ça permet un peu de les chahuter au niveau direction. Risque du tout numérique, les clients ne viennent plus en agence, alors ça c'est un vrai sujet. Électrification du transport et des usages, généralisation de l'IA qui détériore l'emploi et le lien social, et qui est un vrai enjeu environnemental, l'IA. Je ne sais pas si vous avez vu les résultats de Google, mais Google qui a une trajectoire de décarbonation assez ambitieuse initialement, ils ont fait plus 50% rien qu'en 2023 juste par l'utilisation de l'IA. Et d'ailleurs, il y a un article qui était dans Novetic assez intéressant sur la trajectoire de décarbonation, je sors un peu du sujet, désolé, mais de Microsoft, IBM, etc. par rapport à l'IA. Et en fait, on voit qu'on n'y est pas. On le savait déjà, mais en tout cas, on le voit encore un peu plus. Culture du blé, dur, bio en zone méridionale et transformation locale pour assurer l'apéro. C'est l'apro. L'apéro de notre semoule pour nos usines. Je pense qu'il y a une erreur de frappe. Ou alors c'est un peu tôt, mais... Oui, apparemment vous allez avoir des candidats chez vous. Je fais une petite parenthèse, mais la même entreprise dont je parlais, réseau de magasins, quand on a fait la mission, il y avait la crise du blé en Ukraine, au démarrage de la guerre en Ukraine, et il y avait des sujets d'aléas climatiques, c'est-à-dire que quand on est dépendant du blé dans notre chaîne de valeur, ça c'est un risque. Les conflits géopolitiques, c'est un autre risque. Quelles sont les opportunités, en tout cas les pistes d'action? C'est par exemple de voir un peu la modularité de nos recettes et qu'on puisse remplacer peut-être du blé par de la semoule, par du quinoa, par d'autres choses. Et aussi de se dire qu'il faut peut-être mieux répartir notre sourcing et que le blé ne vienne pas que de l'Ukraine, mais qu'on ait des zones moins soumises aux aléas climatiques, moins en zone de stress hydrique,
et qu'on puisse continuer à s'approvisionner en blé ou en apéro semoule, quelles que soient les zones de conflit et les aléas climatiques. Tel style pour enfants, ajustement de matières premières pour qu'elles soient locales et disponibles. Très bien. Bon, il y en a plein d'autres, mais il nous reste 3 minutes et on n'a pas fait l'autre question. Mais bon, vous avez compris l'idée, c'est vraiment de s'amuser à se projeter vraiment sur un univers très, très exploratoire. Il faut vraiment oser aller loin. Et ce qui est important, c'est que là, quand on le fait dans le cadre de la double matérialité, on s'assure qu'on questionne tous les sujets en lien avec les ESRS. Nous, on utilise justement des bases de données et on va les mettre en lien avec les ESRS pour s'assurer qu'on se pose des questions sur tous les sujets, sur le changement climatique, sur la pollution, la biodiversité, l'eau, etc. Donc, c'est aussi la façon dont on les structure. Donc là, on a des exemples d'opportunités, c'est ça? On a passé. Ouais. Donc, ah oui, j'avais pas vu. Donc là, on a appris à utiliser l'IA pour faire gagner en productivité nos conseillers en agence, pour qu'ils se concentrent sur la valeur ajoutée de leurs conseils. On a fait évoluer notre offre, on a fait évoluer, profiter du télétravail pour améliorer les conditions de vie de ses employés. Donc ça, c'est des vrais sujets. Ça nous permet aussi d'avoir une emprise, un ancrage territorial plus fort, parce qu'on peut avoir des relais finalement d'employés qui sont dans les territoires et avoir des opportunités liées à ça selon l'activité qu'on fait. Pour vous laisser le temps des questions, je vais peut-être vous justement finir. Nous, on avait fait la réflexion pour Bartel, où on s'était posé la question de si justement on a la généralisation de l'IA d'un point de vue de nos offres, qu'est-ce que ça peut faire? Comment est-ce que nous, on peut accompagner les clients, pas juste sur l'utilisation, mais surtout pour prendre du recul sur les modes de fonctionnement et leur impact environnemental et social, évidemment. Donc, comment on s'assure aussi de les mettre en capacité de justement pouvoir être confrontés à ces évolutions-là, pouvoir peut-être à terme réfléchir avec les clients sur ce qui est le plus pertinent, et puis en opportunité, en se disant si justement les collaborateurs s'attendent, et en tout cas attendent une capacité à répondre à leurs besoins de télétravailler, si on se permet justement de les laisser aller télétravailler où ils veulent en France, dans ce cas-là, c'est une opportunité aussi pour pouvoir aller adresser des clients à un maillage territorial bien plus fin et de pouvoir aller justement saisir des vraies missions à impact local et très direct. Et donc ça peut être aussi très intéressant justement si c'est quelque chose dont on se saisit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Il nous reste 2 petites minutes. Est-ce que vous avez trouvé l'exercice intéressant? Si on lève, oui. Je sais pas. Ah oui. Oui. Alors on peut l'imaginer à plusieurs moments. En général, il faut quand même avoir fait un travail sur la matérialité, donc sur les grands enjeux, la matérialité d'impact, etc. Parce que les risques opportunités sont quand même souvent liés aux impacts. Donc en général, on le fait au moment entre la matérialité d'impact et la matérialité financière. On se dit, OK, on est au clair sur nos impacts, on les a appréciés, on sait où sont nos impacts majeurs. On travaille sur nos risques et opportunités de long terme, sur la prospective. Et après, nous, on s'amuse à les faire réatterrir sur du concret. Et à partir de ça, la matérialité financière peut se faire. Si ça répond. Mais après, on peut le faire à d'autres moments. On peut le faire plutôt au début pour vraiment inspirer sur les grands enjeux. Mais c'est moins puissant qu'au moment de la matérialité financière. Il y a d'autres questions? Non? Alors, ESG ou CSRD, vous voulez dire? Oui, alors pas spécialement, parce qu'en fait, dans les recommandations de l'EFRAG, justement, ils recommandent de questionner le temps long, la prospective, les risques, opportunités de long terme. Donc finalement, ça s'inscrit tout à fait dans les recommandations de l'EFRAG. Après, nous, on va plus loin de ça, parce qu'on veut vraiment en faire un outil puissant de pilotage stratégique, mais ça s'inscrit dans les textes. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, il y a vraiment un exercice d'identification sur sa chaîne de valeur de ces risques, opportunités de long terme. Donc c'est vraiment une approche par les risques et les opportunités, mais vraiment d'anticipation, d'identification sur sa chaîne de valeur. Donc ça s'inscrit tout à fait dans les textes. Après, l'exercice est parfois un peu plus large parce qu'on va questionner des sujets
très, très précis, très profond. Est-ce qu'on a une dernière question? Non? Eh ben, merci. Alors, l'apéro semoule, c'est quel stand? Merci d'avoir rigolé. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.